Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 35. À toi. Ah oui, pardon, excuse-moi. On reprend. Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 35. On est vendredi. Non, on est samedi. On est samedi, je diffuse le samedi. Ah non, on est vendredi. Oui, on filme vendredi, mais... On est vendredi, il est quelle heure? Il est 18h35, enfin 17h35 ouais. D'ailleurs, et on est vendredi, 13. Bon, donc la veille de samedi, c'est maintenant. Aujourd'hui, alors, on est reçu, matelweb.com est reçu chez Jean Villain, qui nous reçoit dans ta cuisine. Avec plaisir. Merci. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu? Ben voilà, je m'appelle Jean Villain, je suis né il y a un bail maintenant, en 1946. En fait, j'ai été fabriqué en mai 45. Si je me souviens bien, c'était un moment assez important dans l'histoire de notre pays quand même. Mes parents ont fêté ça dignement et je les en remercie. Voilà, donc je suis rentré dans ma 79e année. Et puis voilà, j'ai passé l'essentiel de ma vie à faire du spectacle à différents postes. Je crois que j'ai tenu tous les postes dans le spectacle, depuis balayer un théâtre jusqu'à être sur scène, à faire des mises en scène. Et puis j'ai touché un petit peu au cinéma, à la télé, à la radio. Voilà, grosso modo, comme ça on reviendra peut-être en détail sur des choses. Mais... Ouais. Dis-moi, tu es sur Millau depuis combien de temps? Sur Millau, Ou l'Aveyron peut-être un peu. Non, je suis venu directement sur Millau. Je suis venu pour y travailler, pour y créer le service des festivités. Je suis aussi à l'amorce de la mairie. Oui. Oui, c'était ça. Oui, la mairie de Millau, c'était donc en 90. Cherchait un professionnel du spectacle pour créer l'équipe des festivités, parce que quand ils recevaient des spectacles, ils n'avaient pas de gens formés, etc. Et ils commençaient à avoir des prétentions à faire des choses. Donc voilà, j'ai été embauché comme ça par la mairie de Millau et ça a été pour moi une opportunité parce que précédemment je dirigeais le centre culturel de Vierzon et il y avait eu des élections municipales et disons que le résultat des élections municipales sur Vierzon ne me convenait pas trop, donc j'ai cherché à m'éloigner et il s'est trouvé que l'opportunité sur Millau s'est dégagée et que voilà, je suis arrivé ici comme ça. Ok, bah écoute, tu me proposes une transition, on va sauter de l'actualité de Vierzon et de ces municipales et on va arriver à notre actualité. En fait, ça va se passer un peu comme ça, on va avoir trois parties, on va dire, dans cette vidéo. On va avoir une vision un peu, on va regarder un petit peu l'international, voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, ton point de vue, ton avis. Après, on regardera un petit peu plus au niveau local. Et puis on finira par une discussion sur ton point de vue sur tout ça finalement. Donc alors, en vrac, alors je ne sais pas, est-ce que je te le dis en vrac? Oui, alors je vais te le dire en vrac et puis on va prendre petit à petit. La dissolution, Macron, la gauche, la droite, l'Europe, l'Amérique, Israël, Palestine, le wokisme, les BRICS, l'IA. Tu as 4 heures, élève vilain, vous avez 4 heures. Oui, mais alors, tu me rappelleras les différents thèmes parce que je n'ai pas noté. Et... Alors, on y va, dissolution. Dissolution. Ah ben, je pense, comme tout le monde, été surpris. Parce que jamais j'aurais pensé que Macron prendrait le risque de dissoudre. Je pensais qu'il était
ou alors il est encore plus fou et arrogant que je ne le pensais, plus exactement. Quand j'ai entendu Bardella proposer la solution, moi j'ai pensé que Micron dirait non. Et je pense que Bardella lui-même a été surpris. Et il a dit oui. Alors, ça va être... on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que moi, franchement, j'aurais été à sa place, j'aurais pas pris ce risque. Parce que vu comment il est aimé, à mon avis, le grand perdant, ça va être lui. Après, ce que ça va donner, j'en sais fichtre rien. Tout dépend de comment ça va s'unir, on va dire. Alors du côté, vu ce qui se passe chez les Républicains, là c'est presque amusant. C'est même très amusant, Ciotti qui signe direct au FN et en courant. J'ai appris qui s'enferme aussi, hein, qui s'enferme dans son bureau, hein, pour pas qu'on le sorte du local. Tu n'as pas entendu aussi, hein? Il s'est enfermé dans son bureau. Ah À un bon? moment donné, ouais, il voulait plus qu'on le sorte, il voulait pas sortir. Ah, je suis pas au courant. Yeah, Je suis pas au courant. J'ai appris aujourd'hui que Larcher, lui, est en train de traiter avec Macron, avec Renaissance, enfin, ces eaux-là. Donc, en gros, LR, ça se borde de tous les côtés, donc normalement, je serais un militant LR. Moi, je serais dans la panade, hein, je ne saurais plus qui voter. Le Front National a l'air très très sûr de lui, mais finalement pas tant que ça, parce que il se trouve que il y aurait une grosse alliance à gauche avec tout le monde, y compris les syndicats unanimes, etc., plus des grosses associations. C'est la NUPES, ils refont la NUPES en fait. Ah mais c'est même pire que ça, parce que là les syndicats suivent tous, des grosses associations humanitaires, écologistes, etc., s'engouffrent aussi, donc ça peut, peut-être. Oui, il faut que les électeurs suivent aussi. Oui, ben oui, mais plus il y a s'il y avait que les partis politiques, on ne serait pas sûr que les électeurs peuvent suivre, parce qu'il y a un certain, disons, enfin bref, les gens ne croient plus trop aux partis politiques. Mais à partir du moment où il y a des syndicats et où il y a des associations, des grosses associations, bon, on sait qu'elles étaient de gauche, mais dont la politique n'est pas la principale préoccupation, ça risque de mobiliser beaucoup de gens, parce que le monde associatif en France est énorme. Et il se trouve que, en général, plutôt de gauche. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais un peu, parce qu'il y a de moins en moins de services publics, il y a de plus en plus de choses qui étaient faites par les services publics et qui maintenant sont relayées par les associations. Donc, le Front populaire, puisque ça s'appelle comme ça, risque, si ça tient jusqu'au bout, de faire un gros carton. Donc, voilà. En même temps, ce qui se passera après les élections risque d'être redoutable si ça ne plaît pas à la finance, par exemple. Juste, parle-moi de Macron. Qu'est-ce que ça pense de l'individu, là, maintenant on commence à le connaître. De Macron? Ouais. Moi j'en pense toujours la même chose.
À savoir que c'est un mec qu'on nous a bombardé par effectivement la finance, et qu'il était là uniquement pour démolir tous nos services publics et tous les acquis de 45 justement, y compris moi donc. Mais alors ce qui m'étonne maintenant, c'est qu'il paraîtrait-il qu'il envisagerait de continuer une carrière politique au niveau de l'Europe, etc. Alors que moi, je pensais qu'il était là pour démolir, point la ligne, et qu'après, il allait se recycler dans la finance. Donc, contrairement aux autres, quoi. D'avant, je parle de Sarkozy, Chirac, Hollande. Je pensais que c'était pas quelqu'un qui voulait faire une carrière politique. Je pensais qu'il était là simplement bombardé pour démolir tous nos acquis sociaux. Si ça se trouve, on a trouvé notre Poutine. Il va rester plusieurs générations, des enfants qui vont naître et qui vont... Ah bah c'est, je sais pas, oui, Napoléon 3, 4. Parle-moi de la gauche et de la droite. Mais franchement, allez. La gauche et la droite. Écoute, la gauche et la droite, moi je connais ça depuis que je suis tout petit. Hein. C'est toujours un peu la même histoire, à savoir qu'il y a personne ne s'aime, y compris à l'intérieur de la droite, y compris à l'intérieur de la gauche. Aussitôt qu'il y a une union à gauche, on attend le moment où les socialistes vont trahir, et à droite, c'est guère mieux. Le problème de la politique, en fait, c'est qu'on élit des gens qui se présentent. C'est-à-dire... les gens qui se présentent, se présentent pour notre bien, hein. Enfin ça c'est ce qu'ils nous disent, mais ont des égos gros comme ça, et ce qu'ils veulent c'est être le chef. Alors évidemment, c'est un gros problème, parce que à partir du moment où de la politique tu bâtis un plan de carrière, ça devient difficile de savoir ce qui est honnête dans les choses qu'ils nous disent ou qu'ils nous disent pas. Voilà. Moi, je suis pas communiste pour rien. Si je suis au Parti communiste, avec qui j'ai d'ailleurs un certain nombre de désaccords, c'est que je suis d'accord sur les principes de base, et qu'en plus c'est le seul parti dont les élus ne sont pas payés, ne gardent pas l'entièreté Ils payent leur abonnement au Parti communiste, c'est ça ? Ils payent un abonnement en fait, un abonnement Ah non, ils versent, voilà. le fruit de leur mandat au parti, et le parti les rétribue à un niveau qui est celui d'un cadre moyen, c'est-à-dire pas énorme. Parle-moi de l'extrême droite. L'extrême droite, alors là, c'est quand j'étais petit, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y en avait plus. Ça avait été largement éliminé à la Libération. Il y avait quelques choses, des trucs qui traînaient dans les coins, dans la police, dans les préfets, dans les machins, parce qu'il fallait bien garder des gens compétents malgré tout. Est-ce que c'était la même extrême droite ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, l'extrême droite, c'est la montée de Le Pen. Donc Le Pen, écoute, il est arrivé dans les années 60 et quelques, avec des pourcentages minables, etc. Alors, si, avant, il y avait eu Tixier-Vignancourt. Mais enfin, c'est des gens dont on ne parlait pratiquement pas. Ils se faisaient des 1%, 2%, comme le PC maintenant, quoi.
Mais non, ça n'existait pas. Pour moi, l'extrême droite, c'est l'arrivée de Le Pen, et puis c'est ce petit grignotage, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'au choc de l'élection avec Chirac, là où tout le monde a voté Chirac contre le Front National. Est-ce que tu penses que là, il y a, comment dire, c'est pas un vote d'idéologie, la montée du Front National, là, il y a autre chose? À l'heure actuelle, non, il y a autre chose. Pour moi, le Front National, c'est avant tout, effectivement, Le Pen, avec des mots très durs, et des mouvements d'extrême droite très durs, avec des gens très violents, très primaires, j'allais dire. Je pense... Et je pense ne pas me tromper en disant que ce dernier vote-là pour les européennes est un vote de rejet. Avec une classe populaire qui est de plus en plus appauvrie, etc. Et puis ce truc, quoi, on les a pas encore essayés. Et je pense que c'est en grande partie à cause de la gauche qui, quand elle a été au pouvoir, que ce soit sous Mitterrand à partir de 83, du virage de 83, et quand Hollande a été au pouvoir, c'est bon, la gauche est au pouvoir et fait une politique de droite. Donc on ne peut plus croire à gauche. On croit les belles paroles de la belle Marine qui nous fait croire qu'elle est pour le peuple, alors que je le signale quand même aux gens qui ne le sauraient pas, que quand on suit les résultats des votes des députés RN à la Chambre des députés, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre l'égalité salaire homme-femme, contre un tas de mesures qui étaient proposées par la gauche et pour des mesures qui étaient proposées par Macron. Alors, disons qu'ils disent des choses pour se faire élire et regarde, Bardella avait dit qu'il reviendrait sur la retraite à 64 ans, et même là, avant la campagne, il vient de revenir en arrière en disant que non, la retraite à 64 ans, on ne reviendra pas en arrière. Donc, voilà, aux électeurs d'éplucher les vrais programmes, de suivre ce que leurs députés ont voté à l'Assemblée nationale, et c'est facile, hein, il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a les résultats de vote député par député, et puis se faire un vrai jugement plutôt que de croire les belles paroles. Tout à l'heure, j'entendais Bruno Le Maire qui expliquait que ça allait être une catastrophe, la gestion de la France par le... Mais en fait, de toute façon, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que de toute façon, ça va être la merde. Parce qu'il nous a foutu dans la merde. Donc en fait, je veux dire, il peut partir, qui que ce soit qui vient derrière, de toute façon, ça va être la merde. De toute façon, oui, parce que la finance, on y revient, va intervenir. On est endetté jusqu'au cou. Il est évident que les taux d'emprunt vont, si la gauche passe, les taux d'emprunt vont augmenter de manière catastrophique. Si le RN passe, je ne suis pas sûr qu'il se passera la même chose, mais... Tu penses à un truc à la Mélanie, un peu comme à l'italienne, où en fait elle va... Voilà. C'est une possibilité, en tout cas. De toute façon, ça va être dur. Quoi qu'il se passe, ça sera dur. Pas pour les mêmes raisons, mais ça sera dur.
Tu redoutes l'arrivée vraiment du FN au Moi, pouvoir? Non, mais... Moi, à titre personnel, non. Mais pour mes enfants et pour la France, oui. Enfin, quand même, on reste en démocratie, c'est-à-dire qu'ils auront pour l'instant, oui. chaises... Non, mais pour l'instant, oui. Mais ça n'empêche que ça va favoriser, enfin continuer à favoriser la finance. Il ne se situe pas à droite pour rien. La politique de la droite, qu'elle soit modérée ou extrême, a toujours été de favoriser la libre entreprise et la finance. Donc la finance étant là pour faire des finances, ça va continuer joyeusement à piller la France. Justement, parle de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a fait de cette Europe-là? Non, mais ça, parce que la France pourrait se dissoudre là, d'ici prochainement là, dans l'Europe. C'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire ça, quoi, un État européen, et puis avec des départements, je sais pas comment on pourrait appeler ça d'ailleurs. Oui, alors si c'était une Europe fédérale, vraiment fédérale, alors que ce soit par département, par pays, par ce qu'on veut, ça m'est un peu égal. Mais vraiment fédéral, c'est-à-dire que chaque département, enfin département c'est un peu beaucoup comme fractionnement, mais disons que chaque région, colonie, que chaque pays ait ses lois et qu'il y ait des lois fédérales, oui, pourquoi pas. Mais il faudrait pour ça que ce soit bâti différemment. Moi, ce que je supporte pas dans l'Europe actuelle, c'est que d'abord, on n'a aucun enseignement de l'Europe. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris en histoire, j'ai appris l'histoire de France. C'est quoi l'histoire de France? C'est une série de batailles avec tous les autres pays européens. Donc on est en train de me dire que les anciens ennemis qu'on m'a présentés à l'école sont nos amis. C'est déjà bien compliqué à admettre. Ensuite, quand tu vois que le niveau de vie d'un Polonais, d'un Hongrois, d'un Italien, d'un Belge, d'un Français, d'un Luxembourgeois, ça ne se ressemble absolument pas, et qu'on nous met en concurrence, ça me fait hurler de rire de penser qu'on peut se croire unis. Parce que franchement, moi je vois pas pourquoi je serais uni avec un Hongrois qui gagne, enfin dont le niveau de vie est 5 fois inférieur au mien, et allez-y les gars, vous êtes tous frères, oui d'accord, mais l'autre il te pique tes emplois de transporteur, l'autre tes emplois de machin, enfin nous on n'a plus d'emploi quoi, c'est simple. Alors que s'il y avait effectivement un SMIC européen, et pas comme ils l'entendent, hein, chacun son niveau de SMIC, mais le même SMIC pour tout le monde, là oui, d'accord. Je serais d'accord, ça relèverait le niveau de vie de ceux qui ont un niveau de vie bas, ça abaisserait peut-être le niveau de vie de ceux qui ont un niveau de vie haut, mais au moins on pourrait créer les conditions d'une vraie Europe. C'est dans le programme des communistes, ce que tu me dis là? Ou pas du tout? Pas du tout, enfin je ne sais pas du tout ce qu'ils en pensent exactement de l'Europe. Je crois qu'il y a, si tu veux, la politique, moi j'en suis pas au niveau de me préoccuper de la politique européenne en fait. J'en parle comme ça parce que tu me poses la question. Mais pour moi la politique ça se résume pour beaucoup à savoir ce que j'ai dans mon assiette et comment je vais payer mon loyer. On va quand même continuer un petit peu sur le côté un petit peu international. Parle-moi de l'Amérique. Qu'est-ce que tu penses des Ricains? T'es prêt? Non, mais parce que là, moi, j'ai un gros problème avec ces gens-là. D'abord, les Indiens.
ils ont quand même commis ce que j'appellerais un génocide. Ils sont arrivés, ils ont grignoté tout le machin, ils ont signé des traités avec les anciens habitants qui étaient donc les Amérindiens. Ils ont trahi tous ces traités, ils ont massacré allègrement tout un peuple pour s'approprier ces terres. Ça a commencé comme ça. Après, j'en veux aussi... on nous a raconté l'histoire d'une manière bizarre, la dernière guerre, machin. On nous a raconté que les Américains nous avaient libérés. Oui, certes, ils ont participé à notre libération. Mais enfin, c'est quand même eux qui ont eu le moins de morts. Finalement. Et Berlin a été libéré par les Russes. Je suis pas si sûr que le débarquement aurait eu lieu si les Russes n'avaient pas commencé à grignoter vers l'Allemagne. Hein, il fallait surtout pas attendre que les Russes arrivent jusqu'en France quand même. Voilà. Sans compter qu'ils nous ont quand même, et ça je l'ai vécu, après cette guerre, après notre libération, ils se sont comportés comme si on était une de leurs colonies. Ils nous ont, oui, amené le chewing-gum, leurs films, enfin tout, et on avait quand même des bases américaines en France. Faut pas oublier que c'est De Gaulle qui les a virés en 65. Si je ne m'abuse, et que, voilà, si, ils nous ont considérés comme ni plus ni moins que comme une de leurs colonies. Hein. Est-ce qu'ils ne nous considèrent pas encore? Ah ben, certainement. Je sais pas, ça fait un bout de temps que je discute peu, j'ai pas rencontré un Américain pour discuter avec lui. Mais en général, les seuls Américains que j'ai croisés, c'est ceux qui venaient en France, donc qui savaient à peu près où c'était, mais je suis pas sûr que le Pecno de Loyo sait où est la France. J'en suis pas bien persuadé. Israël-Palestine. Oula, encore un sujet dangereux. Ben, Israël-Palestine, moi je considère que il se passe en Palestine ce qui s'est passé avec les Indiens. C'est-à-dire que les Israéliens sont arrivés, portés par les États-Unis, les Anglais, etc. Et que d'une petite implantation, ils grignotent d'année en année l'ensemble du pays. Et là, ils ont l'air bien décidés à finir le grignotage. Tiens, le wokisme. Alors, oui, mais j'aimerais bien que tu me précises ce que tu entends par ce mot. Alors, mais c'est que c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Même moi, j'arrive pas trop à savoir. Est-ce que si, par exemple, je te dis, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je me considère comme une laitue, et je te demande de me considérer comme tel et de me respecter en tant que laitue. Je prends un exemple, j'aurais pu en prendre autre chose. Hein. Oui, non, mais tu m'as pris un exemple, c'est un peu excessif, parce que si je dois te prendre pour une laitue, je t'envoie direct en psychiatrie. Que tu te prennes pour une femme, en fait, moi, ça m'indiffère complètement. C'est ton problème. Franchement, c'est ton problème. Par contre, si directement en te croisant, alors que je te connais pas, enfin que tu m'aies pas parlé, tu demandes que je t'appelle madame, ou que tu t'en injuries si je te dis monsieur, là j'ai un problème. Moi, tu as toutes les apparences d'un homme, hein. Donc j'aurais tendance à t'appeler monsieur. Même si tu me demandes de t'appeler madame, je vais avoir du mal, beaucoup de mal.
Maintenant, si tu te sens femme, oui, c'est ton problème. Et puis, si tu peux accorder ton mode de vie à tes croyances, tant mieux. Mais maintenant, non, je trouve ça un peu excessif, on va dire. Ça va devenir compliqué de vivre ensemble si ça part comme ça? Non, enfin je veux dire que je sais pas, c'est comme si tu me dis que la Terre est plate, quoi. On a toutes les preuves que la Terre est ronde. Si je te demande de te déshabiller, j'ai toutes les preuves que tu es un homme. J'ai un peu de mal à comprendre le raisonnement, on va dire. Alors, moi j'ai entendu dire que le wokisme, c'est aussi, comment dire, oui, respecter toutes les différences, etc., etc. Moi, je suis d'accord pour respecter toutes les différences, mais je considère que il y a des excès. Par exemple, l'écriture, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les... Inclusive. Ouais. Bon, s'il faut réécrire Victor... C'est pas très joli, hein. Quand on à relire, c'est pas très joli. Bah, s'il faut réécrire Victor Hugo en écriture inclusive, moi je vais plus lire. Je vais plus lire. Parce que ça devient démentiel, quoi. C'est aussi le fait qu'on ne pourra plus plaisanter de rien. Ouais, ça prend des proportions là. Ouais. Ça prend des proportions quand même énormes. Alors que effectivement, des gens qui sont différents, prenons un nain. Oh, pardon. Une personne de taille minimale. Petite taille. Ah bah oui. Enfin bon. Enfin bref, un nain quoi. Demande d'être respecté. Je suis entièrement d'accord. Mais je vois pas ce qu'il y a d'irrespectueux dans le terme nain. Pas plus que dans le terme nègre. Nègre, excusez-moi, mais c'est noir en occitan déjà. Et puis, bon, l'histoire, par contre, c'est qu'on respecte ce nègre. On le respecte dans sa vie de tous les jours, qu'on le traite comme un individu normal. Ça, oui. Que l'on respecte des handicapés, qu'ils soient aveugles, manchots, etc. Oui, mais qu'on me demande d'appeler un manchot une personne sans bras, je trouve ça ridicule. Je trouve pas ça plus respectueux d'ailleurs. Tant qu'il y aura des différences de traitement, là, oui. Respectons les gens, égalisons les droits de toute personne, de tout individu, mais jouer sur les mots et de virer quelqu'un, par exemple, comme Guillaume Meurice, parce qu'il a traité de Netanyahou de nazi sans prépuce, excuse-moi, ce qu'il a jugé, c'est des actes, c'est pas un juif. Parle-moi des BRICS. Les BRICS, t'en as entendu parler? Ah oui. Qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, je pense que c'est la grosse trouille des Américains à l'heure actuelle. Parce que si ça marche, cette histoire, fini la suprématie du dollar, donc fini de la prééminence américaine, fini de la domination américaine. Et l'Amérique pourrait s'écrouler? Oh, bah il y a des chances, vu que c'est le pays le plus endetté au monde. C'est pas de cul, parce que nous on est du mauvais côté de la barrière alors. Ah oui, bah, on est du mauvais côté de la barrière, ça c'est clair. Mais écoute, moi je sais pas, c'est quand même très bizarre, regarde ce qui se passe en Israël, d'ailleurs en Palestine plus exactement.
Il y a 192 pays au monde, je crois, ou 193, enfin je ne dois pas me tromper de beaucoup. Il y en a 147 qui ont voté la reconnaissance de l'État palestinien, et donc une cinquantaine, dont nous, qui ne l'avons pas encore reconnu. Oui, si les BRICS fonctionnent, l'Occident, comme on dit, a du souci à se faire. Si on cumule avec tout ce qu'on a parlé, en fait, on a beaucoup de soucis à se faire. On a pas mal de soucis à se faire, oui. Et sur ça arrive l'IA. Qui? L'IA. IA. Ah, ChatGPT. L'intelligence artificielle. Ah bah là aussi, il y a beaucoup à dire. Alors, oui, non, mais il y a... c'est toujours la même chose. La science fait des progrès. Et en particulier toute la science informatique, on va dire, pour résumer, parce qu'il faut bien employer un mot quand même. On s'est aperçu donc que nos progrès en informatique ont fait que ces machines ont des capacités de calcul telles que l'homme ne peut pas réaliser. Ça fait maintenant un bout de temps, presque 30 ans, quelque chose comme ça, que Deep Blue, oui, le fameux ordinateur d'échecs, a battu notre champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et c'est sûr que les ordinateurs peuvent calculer beaucoup plus vite que nous, enfin bon. Et donc, ces machines qui calculent les probabilités, comment dire, les probabilités finalement c'est comme si on pensait. C'est qu'est-ce qui a le plus de chances de réussir. Alors moi j'ai une théorie sur les probabilités qui vaut ce qu'elle vaut. C'est si je joue au loto, tu vas me dire tu as une chance sur je sais pas combien de millions de gagner. Moi personnellement je résume ça comme ça, si je joue j'ai une chance sur 2, ou je gagne ou je perds. L'ordinateur, lui, il va me dire ah non, pas du tout, tu as une chance sur 1 428 932,57. Oui, et forcément, à ce niveau-là, il aura forcément raison. Sur le long terme, un ordinateur gagnera toujours sur moi au poker. Par contre, au poker, je peux le niquer sur un coup. Mais est-ce que ça c'est de l'intelligence de stocker des données? Je stocke des millions, des milliards de données et je fais des calculs pour ce qui a la plus grande chance de sortir. Alors effectivement sur des milliards de données, tu as des résultats qui sont quasiment justes. Seulement voilà. Ça peut aider à beaucoup de choses. Par exemple, on nous met, comme d'habitude, en avant la santé, la médecine, etc. Et c'est sûr que, y compris à l'heure actuelle, les ordinateurs spécialisés peuvent lire le résultat d'un IRM ou d'un machin. Enfin, je suis pas spécialisé en médecine, hein, donc quand on étudie le cancer d'un malade, la machine, cette intelligence artificielle lira mieux les résultats que l'on obtient à l'heure actuelle que X médecins, et beaucoup plus vite en tout cas. Alors ça c'est vrai.
c'est vrai que ces machines peuvent nous calculer des trucs en astrophysique qu'on n'aurait jamais pu calculer si l'intelligence artificielle actuelle était capable de calculer. Mais de là à confier la finance aussi, à confier ses résultats à l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, la bourse est menée par des résultats qui sont donnés. La dernière fois, je voyais au Parlement, enfin, il y avait deux hommes politiques de deux bords différents qui se sont exprimés, et leur discours était quasiment le même, tout simplement parce qu'ils avaient demandé, ils avaient fait leur rédaction de discours par le même ChatGPT. Bien sûr. Donc, ben oui. tu le retrouves partout. Et c'est déjà oui, mais d'où on va en déduire que ça sert à rien d'être de gauche à être de droite. Ce qui suffit, c'est de balancer des données à l'intelligence artificielle et elle va prendre la bonne décision. Alors, regardez 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour que des combattants artificiels aillent se taper la gueule dirigés par l'intelligence artificielle. Si c'est des combattants artificiels. Hein? Si c'est des combattants artificiels. Mais quand même. Deux robots qui se tapent. Non, je confie le sort de ma vie à deux robots qui vont se foutre sur la gueule. Non, alors à ce moment-là, je préfère qu'on retourne au jugement de Dieu. Hein. On prend les deux gros combattants, on leur file une épée, ils se foutent sur la gueule. D'ailleurs, je serais, moi personnellement, pour qu'on retourne aux guerres à l'ancienne. Ah oui. Plutôt que d'avoir des bombes atomiques, des canons de machin qui tapent sur le peuple, on prend les combattants à l'ancienne, les armées face à face dans un champ de bataille fermé, ils se foutent sur la gueule, mais on touche pas au peuple, hein, s'il vous plaît. Ouais, faut les trouver quand même. Ah ben oui, mais ils veulent se battre, qu'ils se battent. Imagine que l'IA trouve, je sais pas moi par exemple, l'énergie perpétuelle. Ah ben là, ça serait la plus grosse catastrophe qui puisse nous arriver. Pourquoi? L'énergie perpétuelle? T'imagines ce qu'ils vont faire? On va produire de plus en plus, on va consommer de plus en plus. Peut-être que du coup on pourra aller, je sais pas moi, explorer de nouvelles planètes. Oui, bien sûr, on a foutu le merdier ici, il faudra aller le foutre ailleurs. Ah bah oui, c'est ça, génial. Est-ce que t'as pas l'impression que là on vit que toutes les idéologies en fait elles sont en train de s'effondrer, que ce soit la gauche, la droite, mais concrètement aujourd'hui... Attends, concrètement, aujourd'hui, si on continue à fonctionner comme on fonctionne, c'est le monde qui s'écroule. Je veux dire, dans 100 ans, il n'y a plus personne. Enfin, j'exagère, je vais un peu vite. C'est notre monde. Mais en tout cas, c'est impossible de continuer à vivre comme on vit avec les ressources que l'on a. Parce que même s'il nous donne l'énergie, ton intelligence artificielle, elle ne nous donnera pas la matière. Hein? La Terre, elle n'a produit qu'il n'y a qu'un certain nombre de molécules de fer, d'or, de machin, de barium, de trucs mûches, etc. Non, elle peut donner la recette pour aller exploiter... oui, mais je te dis, on ira semer la merde ailleurs. Et en plus, j'ai un doute. Le premier truc habitable doit se traîner à quelque chose comme 200 années-lumière. Bon, on n'est quand même pas près d'y arriver. Non, au point où on en est, on va terraformer Mars. Hein? On va terraformer Mars. Tu sais, t'as pas vu, on envoie une bombe, ça explose, et puis après il y a des fleurs et des plantes qui poussent partout, et on a refait le paradis. Sur une planète. Je n'ai pas entendu parler de ça. En gros, c'est envoyer des graines, balancer des graines. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est toujours à 200 années-lumière. Je ne sais plus ce que ça représente comme kilomètre, parce que c'est tellement énorme que c'est au-delà de mes capacités
Non, j'y crois pas du tout. Je trouve même un scandale de laisser faire Elon Musk qui nous balance des centaines de satellites là simplement pour que nos téléphones, enfin vos téléphones fonctionnent et que son projet de coloniser Mars, enfin bon, il est fou quoi. Non, c'est dingue. Moi, on a une Terre, elle était belle. On avait tout ce qu'il faut dessus pour vivre heureux, peinard, tranquille. On est en train de finir de rendre ça possible. On marche comme des dingues. On en veut toujours plus. Pourquoi on veut consommer toujours plus? Enfin, moi, à partir du moment où j'ai mes 3 repas par jour, que j'ai de quoi vivre, me distraire, apprendre, j'ai pas besoin de plus. Ouais, mais bon, il y en a beaucoup sur la Terre qui même sur ça, qui paraît simple, ne l'ont pas. Oui, et qui l'auront de moins en moins parce qu'on va tout bouffer, ceux qu'on en trop justement. Non, c'est dingue. Oui, donnons à manger à ceux qui n'en ont pas de quoi, donnons les moyens de se couvrir plutôt que on gâche, on balance, on sait plus quoi faire des choses. Enfin, écoute, moi j'ai entendu dire il n'y a pas longtemps que tout bon français, enfin en moyenne évidemment, achetait quelques 40 vêtements par an. Ah ouais. On vient de faire une loi pour dire qu'il est interdit de justement détruire les vêtements. Soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Si donc en fait on a le choix entre un système capitaliste où il faut faire de l'argent et produire dans un monde consumériste. Oui, mais c'est tout le problème. Ou une vision totalitaire quand même. Mais pourquoi totalitaire? Enfin bon, déjà Parce que forcément, s'il faut prendre des mesures pour que ça aille mieux, elles vont être, oui. Elles vont pas être contents. Elles vont empêcher les gens qui gaspillent de gaspiller. Elles vont empêcher les gens qui monopolisent l'argent pour eux de le monopoliser pour eux, pour le bien du plus grand nombre, oui. Si ça c'est totalitaire, moi je veux bien, mais à ce moment-là c'est un totalitarisme que j'approuve. Moi, si une société c'est d'avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 100 milliardaires, 200, 500 ou 1000 millionnaires, et puis des millions de gens qui crèvent de faim, non, ça... Alors je dis ça parce que je suis pas né du bon côté, hein. Peut-être que si j'étais fils de milliardaire, je dirais autre chose, il y a même des chances. Mais voilà, mais on m'a dit que la lutte des classes, ça n'existait plus. Moi, j'ai un doute. En fait, dans cette histoire, il y aura toujours une partie de la population qui ne sera pas contente. Eh ben, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle la démocratie. Paraît-il que c'est le meilleur des... Enfin, et c'est ce qu'on défend. Là, pour le coup, la démocratie, elle a pris un coup depuis quelque temps parce que j'ai l'impression que ce qui est très bizarre, c'est que les gens qui défendent la démocratie sont pour ce régime qui finalement n'est pas très démocrate. C'est clair. Allez, on va passer. Je crois qu'on a fait le tour là. Qu'est-ce que ça pense? Qu'est-ce qu'il y a à dire Qu'est-ce qu'il y aurait à dire du monde? Oh, du monde, oui, on a tout dit. Enfin, moi, et en plus, moi, c'est mon avis, hein, ça n'a rien à voir avec une analyse. Tout à fait. Ah, là, je revois un peu mon cadrage. Allez, maintenant, on va parler du local. Ah, bah oui. Parle-moi de l'Aveyron.
L'Aveyron, moi je suis arrivé donc en 90, ça fait donc ça va faire 34 ans fin août. C'est un bon pays. Peut-être qu'on ne devrait pas le dire. Hein. Peut-être qu'on devrait fermer notre gueule, dire que non, c'est pourri. Ça n'est pas. C'est-à-dire que je suis pris entre deux feux, tu comprends. Je suis bien obligé de reconnaître que c'est beau. Que putain, on peut encore voir de la nature presque à l'état naturel. Qu'il n'y a pas une surpopulation qui fait que... moi, je suis né en banlieue parisienne. Hein. Donc maintenant, en banlieue... Quand je suis né, c'était pas tout à fait vrai. Mais maintenant, en banlieue parisienne, tu peux faire des dizaines de kilomètres sans t'apercevoir que tu changes de ville, quand même. Alors qu'ici, tu peux faire des dizaines de kilomètres avant la prochaine ville. C'est quand même tout à fait différent. Non, moi je m'y plais en Aveyron, c'est beau, on y mange bien, ce qui est quand même hyper important, enfin au moins 3 fois par jour. Hyper important 3 fois par jour, je sais pas si tu vois, mais du coup c'est peut-être une des plus grandes préoccupations qu'on ait, de manger bien. C'est vrai. Je suis à Millau, qui est quand même quelque chose de très particulier. Je ne peux pas dire que je connaisse vraiment l'Aveyron de manière profonde, je veux dire, je connais surtout Millau. Mais Millau m'amuse. Parce que pour moi, Millau, c'est ce que j'appellerais une île terrestre. Millau, c'est là, au fond de son trou. Et tout au cours de l'histoire à Millau, Millau a toujours été contre les gens de Lodève et de Rodez, les sauvages là, qui étaient catholiques quand Millau était protestant. Je ne vais pas vous parler de la lutte du Larzac parce qu'on n'en finirait plus. Oui, non, mais enfin bref, on était contre. Et maintenant, sérieusement, en 33 ans, alors à raison de 50 manifestations par an, 50 multiplié par 30, ça fait 1500. J'ai dû participer ou assister à quelques 1500, 1700 manifestations parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est contre quelque chose, etc. Donc c'est plutôt vivifiant, on va dire, en quelque sorte. Et en même temps, il y a aussi la démocratie locale qui fait que aussi quand une majorité de la population vote pour un des partis qui se présente aux élections municipales, l'autre moitié, la moitié minoritaire, est contre. Ce qui fait que si tu es élu maire, tu es sûr d'avoir quasiment la moitié de la population contre toi qui va protester pour la moindre mesure que tu vas prendre. C'est cloche-merle. Voilà. Et puis sur la durée de ton mandat, en fait, les quelques-uns qui étaient pour toi vont commencer à voter pour les prochaines élections. Ils voteront à l'inverse. Voilà, c'est cloche-merle. À gauche, à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. Eh bien alors justement, on va regarder un petit peu plus près. Alors parle-moi de la vie politique locale, là, aujourd'hui, à Millau. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que ça fait, là, j'ai des ennuis personnels et ça fait un bout de temps, là, depuis 3 mois, que je ne suis pas trop sorti pour le plaisir de discuter avec mes concitoyens. Donc je pourrais pas parler de la vie politique locale aujourd'hui même, tu vois. Ouais. Sur les dernières années, au moins depuis la dernière élection de Madame la maire.
Moi, personnellement, je considère qu'elle a fait des choses pas trop mal. Moi, j'étais pour la piétonisation, par exemple, parce que je trouve ça nettement plus agréable de se balader. Moi, j'ai pas de voiture, hein. Mais je trouve ça nettement plus agréable quand t'es piéton de se balader dans les rues de Millau plutôt que d'être envahi de bagnoles, etc. Ah, mais du coup, elle a laissé tomber alors. Hein? Du coup, comme il y avait la moitié de la population Ah oui, qui est contre, oui, elle a fini par céder et à moitié laissé tomber, parce que quand même, l'été, il y a un certain nombre de rues qui il y a plus grand monde qui est content finalement. deviennent... Ben voilà. Oui. Non, mais... Mais Yacine, tu avais... tu avais d'autres aspects positifs sur la mairie, à part la piétonnerie. Non, mais il y a des trucs bien. Il y a... Voilà, soyons sérieux. Non, allez. Non, mais soyons sérieux. Il y a, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle exactement, la piscine, le truc de sport. Oui, je me sens pas concerné, mais oui, pour les gens que ça intéresse, oui, c'est très bien. Non, il y a le truc des écoles, tu sais, c'est pas la débétonisation, mais c'est quelque chose comme ça. Ah, lever le bitume dans les cours d'école. Oui, voilà. Je suis pas sûr que ça a été jusqu'au bout cette histoire. Je sais pas, mais moi je trouvais ça très bien. Je crois que c'était sur le papier c'était parfait, mais je crois que dans la réalité je suis pas sûr que ce soit allé. Enfin, je crois pas que dans l'école de mon fils. Écoute, moi en tout cas, je trouve que elle est pas pire que celui qu'on avait avant. Qui a fait d'ailleurs de très bonnes choses aussi. Moi personnellement, l'aménagement des bords du Tarn, je trouve ça très très bien, à part l'espèce de gradins qui sont au Saotadou, que je comprends pas pourquoi il y a des gradins, parce que le seul truc où les gens vont s'asseoir là-dessus, ça va être pour le 14 juillet, pour le feu d'artifice. Ouais. Je sais pas pourquoi ces gradins existent. Une fantaisie d'architecte. Non, mais ça aurait été un espace floral ou je sais pas quoi, j'aurais trouvé ça nettement plus chouette et nettement plus écologique. Mais l'aménagement c'est vrai que c'est agréable d'aller marcher sur les bords du Tarn. Alors, du coup, Saint-Pierre, il avait claqué la thune. En plus, il a pensé, enfin les gens qui ont réalisé ça ont pensé à des choses très intelligentes. Moi je dis ça parce que j'entre dans ma 79e année, mais il y a des bancs tout le long à des espaces raisonnables de marche. Et je t'assure que moi, les bancs dans Millau, j'apprécie parce que je suis plus capable d'aller à la gare si je m'arrête pas une fois ou deux. Donc, non, mais soyons sérieux. Je disais que, donc forcément, il y a eu des gros aménagements, donc de l'argent, de l'investissement qui a été fait. Donc forcément, il y avait moins de sous pour Madame la maire quand elle est arrivée. Elle a dû gérer une autre situation. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'était aussi pareil avant dans la précédente municipalité. Soyons sérieux. Chaque municipalité qui est élue fait des choses bien et des trucs pas bien. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en rigolant, c'est quand même le point de vue moyen. Parce que, quel que soit ce que tu penses politiquement, tu vas approuver telle action ou désapprouver telle action de la municipalité en question. Or, honnêtement, toutes les municipalités ont fait des trucs bien et des trucs pas bien. L'histoire, c'est que voir ce qui est dans ces différentes réalisations, ce qui apporte le plus grand bienfait à la population.
Je veux dire, quand on fait le bilan, on ne peut pas dire que la réalisation de la Maison du Peuple, enfin le théâtre de la Maison du Peuple, a été une connerie. Ça nous a donné une très très belle salle de spectacle qui permet d'accueillir des spectacles qu'on n'aurait pas autrement. La réalisation de la Messa est aussi une très belle réalisation. On a une bibliothèque, discothèque, médiathèque de niveau plus que respectable pour une ville de 22 000 habitants. La piscine, moi, ça m'intéresse pas, mais pour les gens que ça intéresse, je suppose que c'est une très belle réalisation. Et ça donne effectivement aux gens qui ont besoin d'une piscine, etc., un équipement digne d'une ville comme Millau. Donc, l'histoire, si tu veux, c'est la bonne gestion de tout ça. C'est-à-dire de ne pas s'engager sur des projets qui foutent la ville en difficulté et dont le bienfait s'applique à la majorité de la population. Oui, mais il faut reconnaître quand même qu'ils n'ont pas donné une image super, quoi. Enfin, là, il y a eu des démissions, je crois. Hein, au conseil municipal, il y a eu des démissions. L'image qui a été envoyée, oui. On voit bien que c'est qu'ils ont des problèmes quand même à travailler ensemble. C'est quand même dommage parce que c'est la même ville, quoi. Oui, bien sûr, mais ça, je pense que ce problème est peut-être un peu plus exacerbé à Millau qu'ailleurs. Enfin, je m'avancerai pas là-dessus. Mais que c'est hélas partout pareil. C'est-à-dire que là, une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure pour les politiciens de niveau nationaux, mais c'est hélas la même chose pour les politiciens de niveau municipal, à savoir qu'il y a des gens qui bâtissent une carrière politique. Et moi je pense sincèrement que c'est dommage parce que au niveau d'une ville de 22 000 habitants, ce qui est honnêtement pas grand chose hein, quand on raisonne au niveau de l'univers, on devrait être capable, quelles que soient nos opinions politiques, de s'unir sur des projets qui sont essentiels pour la ville. Qu'on soit de droite ou de gauche, on a besoin d'une bonne voirie, d'un bon trottoir, d'un bon théâtre, d'une bonne bibliothèque, d'une bonne, je sais pas quoi, ce qu'on peut inventer, mais dont la ville a besoin. Il y a des lecteurs de droite et de gauche, hein, donc qu'on veille effectivement à ce qu'il n'y ait pas un monopole idéologique au niveau du contenu de la bibliothèque. Moi, je veux bien, mais on peut très bien, je pense, penser aussi bien à droite qu'à gauche qu'une bibliothèque est utile et essentielle. Voilà, je trouve dommage qu'on applique les mots d'ordre de politique nationale au niveau d'une petite ville. C'est dommage. Alors, ce qui n'empêcherait pas d'avoir des idées politiques et que, effectivement, comme d'habitude, il y aurait des réalisations plus sociales faites par la gauche que par la droite. La droite, quand elle est élue, aiderait plus les entreprises et la gauche, quand elle est élue, aiderait plus les salariés. Bon, voilà, ça c'est leur ADN, j'allais dire. Mais au niveau de la gestion d'une ville, je regrette qu'il n'y ait pas de projet commun entre la droite et la gauche. Comme tu as travaillé à la culture sur Millau, c'est quoi ton regard maintenant, aujourd'hui, la culture sur Millau? Tu vois ça bien? Je trouve que c'est... Écoute, il y a un théâtre qui fonctionne bien.
il y a une très grosse fréquentation. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais la fréquentation de la salle à chaque spectacle est remplie à plus de 90%. Donc on ne peut pas dire que voilà, compte tenu, je connais pas tout, enfin j'ai pas étudié les budgets, mais moi je pense qu'on a une programmation de qualité pour les moyens qui sont mis en œuvre, qui en plus voilà, est tout public. Et puis pas uniquement commercial, quoi, et culturellement respectable. Il y a une part qui est faite aux associations dans la programmation, ce qui est très bien aussi. Moi, ce que je regretterais peut-être, c'est que du temps où j'y étais, il y avait des spectacles l'été dans la cour du Créa. C'est là que se passait Million de Jazz, mais pas seulement. Il y avait une vingtaine de spectacles l'été. Alors que maintenant, ben voilà, c'est un lieu de programmation qui n'existe plus. Ça je le regrette un peu parce que quand on se prétend ville touristique, je pense que le minimum est d'offrir une programmation culturelle, y compris dans une ville de 22 000 habitants. Mais bon, c'est un choix, pourquoi pas. Non, enfin je pense que la vie culturelle ne va pas mal, en tout cas. Elle pourrait être mieux, hein. Je suis un forcené de la culture, donc elle pourrait être mieux, bien sûr, mais les budgets étant ce qu'ils sont, et voilà, on ne peut pas faire des choix, voilà, il en faut un peu pour tout le monde. Tu as travaillé dans des radios, ici? J'ai pas travaillé, j'ai été bénévole, hein. Mais j'ai fait, oui, quelques, à vue de nez, entre 800 et 900 émissions de radio. Ça se passe bien? Tu trouves que les radios elles se développent bien ou tu penses que ça va... Écoute, ce qui est bien, c'est qu'elles ont déjà le mérite d'exister et de continuer à exister. Radio Saint-Afrique, où j'ai commencé, existe depuis maintenant, je sais plus de 30 ans. Radio Larzac qui existe depuis 2006 ou 2007, enfin par là, perdure. Et autant que je sache, des auditeurs, un très beau site. Voilà, moi j'ai fait des choses chez les deux, et je trouve que c'est bien d'avoir une radio locale, parce que on y trouve des choses qu'on ne trouve pas sur les radios nationales, et en plus ça permet à des gens comme moi de faire de la radio, je veux dire, moi que j'ai fait de la radio, quand j'ai commencé à faire de la radio en étant à la retraite, ou presque, et j'aurais jamais pu faire de radio s'il n'y avait pas de radio locale. Donc ça permet à des gens de faire leurs premières armes, etc., de se former à une technique. On peut retrouver tes podcasts sur les sites? Enfin pas tous. Je mettrai les liens. Pas tous, mais il y a encore des podcasts sur les deux radios. Tu as aussi travaillé, on peut le dire quand même, sur la première télé locale à Millau. C'était ma télé, la télé des autres, ouais. avec Bruno.
Oui, non, mais ça. Il y a des vidéos. Ouais, bah ça c'était une histoire de fou, mais ouais, bah là aussi on a fait avec Bruno Benkowski. 2009, 2012, quelque chose comme ça, je crois, de mémoire. 2008 peut-être. Je peux plus te dire exactement, faudrait aller. Dizaine d'années quoi. Faudrait aller fouiller, ouais. Mais ouais, ça a duré quelques années. On a fait toute une série d'émissions plus ou moins foldingues. Oui, je sais pas combien on en a fait en tout. Il y en avait pas mal. Je sais pas, mais là, oui. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on en a fait plus de 100, hein. Largement même. Comment tu vois l'avenir de ce localement ici? Comment tu le vois, tu le vois évoluer? On dit que Millau est une ville quand même à majorité de personnes âgées. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a de plus en plus de personnes âgées et il y a de moins en moins de jeunes parce qu'il y a de moins en moins de boulot. Je veux dire, tant qu'il y avait des services publics importants, qu'est-ce qui va se passer là quand on va nous retirer l'hôpital pour faire l'hôpital médian? Qu'est-ce qui va se passer exactement? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que on a perdu des commerces. On a encore des commerces dans le centre-ville, Dieu merci, mais moi je ne vais que là personnellement. D'abord parce que je préfère aller faire mes courses à pied que d'avoir une voiture pour aller dans les UP chez les grandes surfaces, machin. Mais et puis parce que c'est important pour la vie, l'animation, enfin, je sais pas comment on peut appeler tout ça, mais une ville, s'il n'y a plus de commerçants, c'est une ville morte. En plus du fait qu'on a effectivement un taux de personnes de plus de 65 ans, comment ces gens-là iraient faire leurs courses s'il n'y a plus de commerce en centre-ville? Non, c'est tout un... Moi, tu vois, ça par contre, si j'étais responsable municipal, ce serait une chose qui me préoccuperait gravement, que de garder une vie de petite ville, de centre-ville, plutôt que de l'expansion de la ville vers les périphériques. Mais je ne sais pas, parce que la vie d'une ville comme Millau dépend en grande partie de politique nationale, régionale, et je t'en passe. Bon, autant que je sache, ces dernières années, la population n'a pas diminué, ce qui est une très bonne chose. Mais la tendance en France de ces 40 dernières années rend pas optimiste pour les petites villes, quoi. Parce que les territoires se désirent. Alors il paraît que depuis le Covid, les territoires se repeuplent un peu. Il paraît que les habitants des grandes villes ont tendance à les fuir et à retourner dans des lieux plus éloignés, plus champêtres, où ils peuvent continuer à faire du télétravail. Mais... Le télétravail, l'IA, tout ça, ça va nous permettre d'aller vivre à la campagne. Non, mais mais de toute façon, l'IA, je peux en dire du mal, mais il y aura là aussi toujours des bons côtés. Une médaille a toujours deux faces. Hein,
il y aura des bons côtés, il y en aura des mauvais. Tout dépend jusqu'à quel niveau on emploie les choses et pourquoi et comment et dans quel but. Tu sais, l'atome, c'est très bien, hein, je veux dire, on a plus de 50% de notre énergie à l'heure actuelle en France qui est fournie par les centrales atomiques. Mais ça fait Hiroshima aussi. Oui, c'est tout. Bon, maintenant on va s'approcher petit à petit de la fin de l'entretien, mais on va se rapprocher un peu de... On va se parler... C'est quoi pour toi être vieux aujourd'hui en France? Alors bon, ça c'est un... J'ai du mal à en parler en général parce que moi ça fait peu de temps que je me considère vieux. Je suis en train d'apprendre à être vieux. Et c'est tout un apprentissage parce que, par exemple, c'est tout bête, je te disais tout à l'heure dans la conversation que je suis content qu'il y ait des bancs à Millau parce que je ne peux plus aller à la gare d'une seule traite. La gare, c'est quoi? 1,5 km? Hein? Ouais. À peu près. Bah oui, pour faire 1,5 km maintenant, je suis obligé de m'arrêter au moins 2 fois. De me poser sur un banc, de reprendre mon souffle, de soulager mes jambes, et voilà. Si j'ai le malheur de partir marcher à la vitesse où je partais il y a encore 10 ans, au bout de 100 mètres, je suis obligé de m'arrêter. C'est plein d'autres choses aussi. C'est être dépassé par un certain nombre de choses. Bon, je suis pas très dépassé, contrairement à pas mal de gens de mon âge, par l'informatique, parce que l'informatique, moi j'ai commencé à me plonger dedans dans les années 87-88, donc je manipule ça encore pas trop mal. Je pourrais avoir un téléphone portable sans me sentir dépassé. Par contre, j'estime que je n'ai absolument pas besoin, parce que j'ai pas besoin d'être joint dans l'instant. On peut très bien me laisser un message sur mon vieux téléphone, machin. Mais voilà, je conçois que des gens qui ont 10 ans de plus que moi, ou même certaines personnes de mon âge, se sentent complètement dépassés par l'informatique et le mode de vie actuel. Hier, j'étais à la poste pour poster un recommandé. Avant, quand j'allais dans cette poste, il y avait plein de guichets, j'arrivais, je demandais un machin, il y avait quelqu'un qui me répondait un machin. Maintenant, t'as plus rien, t'as éventuellement quelqu'un qui vient te demander ce que tu veux au bout de 10 minutes que t'es là, qui te fait la gueule quand tu dis que tu payes en liquide parce que tu veux pas payer en carte. Donc j'imagine très bien que des gens de plus de 70 ans soient dépassés par ce monde. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Moi, quand je décroche mon téléphone pour une administration quelconque, c'est taper pour le 1 pour ceci, le 2 pour cela, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir quelqu'un au bout du fil qui me renseigne, point. Et pas que je pianote et que j'attende 10 minutes avec les 4 saisons de Vivaldi, qu'on veuille bien me répondre en m'expliquant que ça me coûte je sais pas combien de la minute. Non, je comprends que être vieux, c'est se sentir dépassé par le monde dans lequel tu vis, en fait. Alors tu me diras, ça s'est toujours passé.
parce que effectivement, ma grand-mère c'était pas l'IA, mais c'était je sais pas quoi, enfin bon, mais des choses, le carnet de chèques par exemple. Quand les chèques sont arrivés pour sa pension, etc., elle ne savait pas ce que c'était que de remplir un carnet de chèques. Elle, avant, le facteur lui apportait sa pension en liquide et elle payait ses commerçants en liquide, point à la ligne. Un chèque, moi j'ai connu des gens, j'ai connu entre autres un pauvre garçon qui était un peu diminué intellectuellement. Quand les carnets de chèques sont arrivés, lui il appelait ça des gratuits, tu vois. Je t'explique pas l'état de son compte en banque au bout de 2 mois. Voilà. Alors par contre, effectivement, on vit plus vieux qu'avant. Est-ce un bien, est-ce un mal, je sais pas. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qu'on maintient en vie dans un état physique, c'est même plus très digne. Alors oui, la médecine fait des progrès, mais est-ce vraiment un progrès? Je suis assez dubitatif. C'est quoi ton regard sur la fin de vie? Justement, il y a eu la fin de vie. Il y a eu un débat il n'y a pas longtemps. Ah, oui, moi personnellement, je suis pour choisir ma fin de vie. Voilà. Je trouve normal que quelqu'un qui en a marre de vivre puisse avoir une fin digne et sans pour autant se coller une balle dans la tête ou se pendre à la poutre de sa maison. En fait, je pense que le problème, c'est associé avec une société de consommation, on pourrait avoir un problème de gestion de flux, on va dire. J'ai bien dit choix, c'est-à-dire qu'on respecte mes choix et non pas qu'on me force à vivre ou qu'on me force à mourir. Ouais. J'aimerais avoir un peu ton regard sur la période 2020-2022. Alors il faut faire attention parce que j'ai pas envie que ma chaîne saute, donc il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Donc c'est un jeu que je te propose. Donc entre 2020 et 2022, tu as vécu la situation comment? Alors 2020-2022, c'est le Covid. Exactement. Non, on peut employer le mot Covid. Ça fait 2 fois en tout cas. Si on peut pas, déjà la première fois, ça suffit. J'ai vécu ça, comment dire? J'ai été observateur. Je me suis senti observateur, absolument pas concerné. Concerné par certaines choses parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai eu envie de hurler quand on m'a demandé de remplir moi-même des autorisations que je m'autorisais à sortir pour aller faire mes courses, pour aller faire je sais pas quoi. J'ai trouvé ça d'un ridicule sans nom. Si je sortais, c'est bien sûr que je m'autorisais. Je m'étais pas signé de mots d'autorisation depuis que j'étais sorti de l'école nationale de chimie où c'est moi qui faisais les mots de mes parents. J'ai regardé cette espèce de panique générale. Mon Dieu, on va tous mourir. Halluciné, parce que moi j'ai jamais pensé qu'on allait tous mourir. Bon, c'est une grippette comme une autre. Hein. D'ailleurs, vu le nombre de morts qu'elle a fait, elle a été moins tueuse que certaines grippes, entre autres la grippe asiatique que j'ai vécue. On nous en a fait tout un plat, on nous a endettés, on nous a vaccinés, enfin pas moi, parce que j'étais pas obligé de me vacciner, donc je me suis pas vacciné.
Non, j'ai regardé ça halluciné. Halluciné. Des gens qui acceptent de se faire contrôler un pass, le Rolls-Royce, pour aller au restaurant, et accepter ça en plus. Oui, non, c'est normal. Les gens qui te faisaient la gueule parce que tu te trouvais à moins d'1,52 m, tous ces gens il y en a encore qui portent des masques quand même. Juste pour l'anecdote, la dernière fois j'ai vu une vieille dame, son masque était, tu sais, les masques bleus. Il était tellement lavé que tu avais l'impression qu'elle avait un masque de laine. Il y avait des fibres qui sortaient de partout. Elle a un masque pour attraper des microbes. Non, je t'assure, j'ai vécu ça d'une manière détachée et hallucinée. Mais enfin, j'ai compris une chose, c'est qu'on pouvait faire gober n'importe quoi à une grande majorité. Parce que ça a été une expérience de manipulation de foule assez extraordinaire quand même. On ne parlait plus que de ça à la radio. Tout le monde mourait que du Covid, hein, y compris le mec qui avait un cancer au 3e degré. Il avait le Covid. C'est sublime. D'ailleurs, cette année-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit mort d'autre chose que du Covid. Peut-être les accidents de la route, et encore. Donc, c'est pas sûr. Et puis quand même, un gros scandale quand même. Autoriser des vaccins qui sont encore en cours d'étude, alors que normalement il fallait avant une dizaine d'années pour qu'un vaccin soit accepté. C'est quand même, on a été l'objet d'une belle expérience in vivo là. Tu penses que ça peut avoir des conséquences? Ah ben j'en sais rien. Mais il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas en avoir. Tout médicament, n'importe lequel, tout vaccin, n'importe lequel, a des effets secondaires. Donc là, on va peut-être pouvoir mesurer, vu le nombre de personnes qui ont été vaccinées dans l'urgence, mais ça, on ne pourra le voir que dans quelques années, évidemment, parce que c'est pas on t'injecte, tu meurs, c'est pas si simple que ça, quand même. Donc on va voir si les taux de cancer augmentent, si les taux de telle maladie augmentent, etc. Mais ça, va falloir quelques années pour s'en apercevoir. Mais comme en même temps, on crée des déserts médicaux, qu'on crée des déserts d'hôpital, etc., le taux de mortalité, pas le taux de mortalité, le chiffre, l'âge moyen de mortalité a déjà baissé. Donc, s'il continue à baisser, faudra-t-il l'attribuer aux déserts médicaux ou aux vaccins ou au changement climatique? Ou au changement climatique. Non, ça, l'intelligence artificielle nous le dira. Sûrement. Je t'ai demandé d'amener quelques photos avec toi, tu en as pris. Je prends-les avec toi, je ferai des plans après de coupe pour qu'on puisse les voir, mais vas-y, tu peux nous les décrire? Voilà. Je suis flou, mais vas-y. Regarde là, je l'avais après. J'ai à peu près 2 ans, et déjà les cheveux longs. Là, j'en ai à peu près 20. Attends, j'essaie de faire la mise au point. Là, t'es pas dans le bon sens. Hein? T'es pas dans le bon sens. Ah oui. Ça, c'est où ça? C'est à Villingen, en Allemagne, où je faisais joyeusement mon service militaire. Ok. Voilà, je balançais des fusées Honey Jones sur l'ennemi. Alors là, on a... Qu'est-ce que j'ai? Oh bah oui, non, mais ça c'est... Là, j'ai 40 et quelques années. Je suis directeur du centre culturel de Vierzon avec mon équipe.
Vierzon, la fameuse. T'as voulu voir Vierzon, Voilà. on a vu Vierzon. Là aussi, c'est à peu près à la même époque. J'étais jeune et beau. Alors enfin l'homme actif là. Hein. Avec pratiquement les cheveux courts. Hein. C'était Vierzon. Ouais. Tu faisais du théâtre déjà là, tu étais déjà dans le théâtre. Ah oui, ça faisait. J'ai commencé le théâtre en 69, enfin de manière professionnelle. Et donc là, ça fait 20 ans que je fais du théâtre. Ouais, c'est à peu près tout. L'autre, celle-là, ça, si, c'est dans les années 76-77, où j'étais comédien et directeur du centre culturel de Bretigny-sur-Orge. Remontre-moi la première que tu m'as montrée, parce que La première, c'est le bébé. D'accord. C'est bon. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance là, qui pourrait te revenir, que tu pourrais nous raconter, un souvenir qui t'a marqué de ton enfance? De quel ordre? Alors là, c'est un souvenir plutôt agréable. Je t'invite à repenser un souvenir agréable. Il y en a plusieurs. Un qui t'a marqué vraiment. C'est un qui doit sortir du lot. Il y a un souvenir qui m'a énormément marqué, mais j'étais très très jeune. Je sais pas, je dormais encore dans la chambre de mes parents. Et j'étais très sujet, étant jeune, aux otites. Et à l'époque, pour soigner les otites, on perçait un trou dans le tympan pour que le pus, etc., puisse s'écouler. Alors maintenant, ils foutent. J'ai mon dernier gosse quand il était jeune, il avait des otites aussi. Maintenant, ils percent le tympan et puis ils collent un espèce de truc dedans pour que ça reste ouvert. Mais à l'époque, on te piquait juste le tympan. Et je me souviens du médecin qui se penche sur moi pour me percer le tympan. Une horreur. Une horreur. Hein. Et je pense que j'étais jeune, je devais avoir 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est une horreur. Autrement, un autre souvenir horrible, je suis spécialiste de l'horreur, c'est la seule journée d'école maternelle que j'ai passée. Finalement, moi, j'ai fait une journée de maternelle et puis après, je suis plus retourné et après, je suis rentré en cours préparatoire. C'est je vais dans cette école maternelle, enfin on m'emmène dans cette école maternelle et j'avais une bague déjà à l'époque. Et il y a une fille qui voulait me prendre ma bague, et elle me l'a prise d'ailleurs, et elle m'a savaté la gueule avec les galoches de l'époque, tu vois, où il y avait semelle rigide et des clous, enfin bon, des clous à l'envers, mais des clous quand même. Et l'horreur, je me suis fait une jaunisse. D'accord. Ok, je renonce à te demander un souvenir agréable. Qu'est-ce que t'as appris la vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais le définir? Je vais commencer par un début de réponse bateau.
À savoir, comme disait Gabin, que je sais que je ne sais rien, quoi. Pourtant, elle m'en a appris des tas de choses, la vie. Elle m'a appris que qu'il faut apprendre, que plus tu sais de choses, moins on peut t'en faire croire, déjà. Parce que si t'es pas un minimum cultivé, on peut te raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Que les gens, il se trouve que par mon métier, si tu veux, j'ai pu fréquenter des gens que j'aurais jamais cru pouvoir connaître. Que ce soit des grandes vedettes du spectacle, que ce soit des gens très reconnus, des grands auteurs, des grands metteurs en scène, des gens politiques aussi, sont finalement comme nous. C'est-à-dire que, bon, malgré leur notoriété, ils sont pleins de faiblesses, pleins de doutes, pleins de... Bref, comme nous, quoi. C'est... Moi, le plus bel exemple que j'ai, c'est Jean Marais, qui était quand même une immense vedette. Et moi, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec lui, journellement. On se tutoyait. Et ce mec-là, ouais, était un mec tout simple. J'ai appris aussi que c'est toujours mon métier qui m'a appris ça, que peut-être la chose la plus compliquée dans la vie, c'est être soi-même. Parce que, qu'on le veuille ou non, y compris dans la vie, les gens ne sont pas conscients, mais ils passent leur vie à jouer des rôles. Être le personnage qu'ils souhaiteraient être, à l'image qu'ils souhaiteraient donner, etc. Et ils passent leur vie à jouer des rôles comme ça, d'une pièce non écrite. Au théâtre, c'est simple, c'est écrit, tu sais ce que tu vas jouer. Dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu sais ce que tu voudrais jouer. Mais tu es obligé d'inventer le texte, les situations, le machin, c'est de l'improvisation et c'est pas simple du tout. Alors ça donne, le fait d'avoir fait toute sa vie dans le théâtre, donne un certain avantage parce que quand un non-comédien te joue sa comédie, tu t'en aperçois très très vite. Bon, mais écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Je te remercie je t'en pour ce temps passé avec nous. Je t'en prie. Merci à toi. Merci à toi.